La plante productrice de matière organique, ça vous dit quelque chose? J'espère, parce que ça fait déjà plusieurs séances que nous travaillons sur la matière organique. Aujourd'hui, matière organique et interaction avec d'autres espèces. Tout un programme. Les sucres solubles circulent dans tous les organes de la plante où ils sont métabolisés grâce à des enzymes variées en produits assurant les différentes fonctions biologiques dont les interactions mutualistes ou compétitives avec d'autres espèces. Par exemple, ce sera le cas avec les pigments que l'on appelle anthocyanes, tanins. Donc vous allez pouvoir observer des coupes dans des organes végétaux pour repérer une diversité de métabolites. Ce sera à vous de trouver les documents sur Internet. Je vais vous donner des pistes, rassurez-vous. Et puis vous allez pouvoir extraire, organiser et exploiter des informations sur les effets antiphytophages, antibactériens ou antioxydants des tanins. Nous allons essayer de montrer dans ce cours que la production de matière organique par la plante ne sert pas qu'à sa reproduction ou à sa croissance. Je me suis mal exprimé. Nous allons essayer de montrer que la production de matière organique par la plante ne sert pas qu'à sa reproduction ou à sa croissance. Il y a d'autres centres d'intérêt également. Elle est en interaction permanente avec d'autres organismes et ces interactions se font grâce à différentes molécules. Donc ce que je veux dire, c'est que cette matière organique qui est produite par la plante grâce à la photosynthèse ne sert pas qu'à sa reproduction ou à sa croissance. Vous avez compris qu'elle est en interaction permanente avec d'autres organismes. Et ces interactions se font grâce à différentes molécules. Alors, il y a des molécules qui sont issues du métabolisme qui permettent la production de tanins et d'anthocyanes. Ces molécules issues du métabolisme sont impliquées dans des interactions entre les êtres vivants au sein d'un écosystème. Alors, on va parler de plusieurs choses, mais avant tout, je voudrais vous parler d'un nectar toxique. Nectar toxique. Alors, quelle plante peut produire un nectar toxique? Évidemment, il y en a plusieurs. Notamment le rhododendron. Donc, je vais vous en parler parce que c'est important, de mon point de vue. Qui n'a pas de rhododendron dans son jardin? Ou lorsque vous vous promenez dans les parcs, peut-être que vous voyez des rhododendrons. C'est une fleur qui est très belle, qui ne fleurit pas toute l'année, elle a ses périodes de floraison. Rhododendron ponticum, c'est une plante qui produit une neurotoxine, donc une toxine qui va interagir avec les neurones qui font partie du système nerveux. Et cette neurotoxine, on l'appelle la graianotoxine ou GTX. On dira GTX. Donc cette plante, ce rhododendron, produit cette neurotoxine et ça lui permet de se défendre contre certains prédateurs. Cette toxine est présente dans les feuilles, mais aussi dans les fleurs et même dans le nectar. Or, lorsque vous savez que les bourdons, les abeilles et d'autres insectes vont butiner le nectar, s'ils ingèrent la neurotoxine, ça va sans doute poser des problèmes. Mais vous allez voir que ça ne pose pas des problèmes pour tout le monde. L'abeille va en souffrir, va en mourir, mais certains bourdons vont au contraire ne pas réagir de manière négative. Enfin, ne va pas mourir, je veux dire. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que la GTX dans le nectar peut paraître surprenant, alors qu'on parle d'insectes qui vont polliniser? Alors, si les plantes produisent des toxines dans le nectar, c'est pas marrant. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que ce GTX dans le nectar, sa présence peut paraître surprenante? Donc, on va analyser quelques informations pour essayer de comprendre la chose. Des abeilles, Apis mellifera, ainsi que des bourdons terrestres ont été nourris avec du nectar de rhododendron.
ce fameux rhododendron ponticum. La survie des insectes a été suivie pendant plusieurs heures. Par ailleurs, des bourdons terrestres ont reçu de la nourriture comprenant différentes toxines ou non, dans le cas des témoins par exemple. Et on s'aperçoit que leur mortalité a ensuite été évaluée dans chaque condition. Alors, à noter que les fleurs du rhododendron sont butinées par divers insectes. Cependant, des études ont montré que seuls les bourdons terrestres permettent la pollinisation de ces fleurs. En effet, la taille du corps des bourdons terrestres leur permet de rentrer en contact avec le pistil de la fleur et d'y déposer le pollen accroché à leurs poils. Alors, un premier travail a été fait par les scientifiques, c'est celui d'essayer de comprendre, d'essayer de mesurer le taux de survie suite à la consommation de nectar de rhododendron. Et ensuite, on verra quelle mortalité il y a relativement aux bourdons terrestres ayant consommé de la nourriture contenant diverses toxines. D'abord, quelle est la probabilité de survie en fonction du temps du bourdon terrestre et de Apis mellifera? Vous savez, l'abeille. Eh bien, la probabilité de survie est de 1 pour le bourdon terrestre. Autrement dit, le nectar du rhododendron n'a aucun effet négatif sur le bourdon terrestre. Tandis que la probabilité de survie de l'abeille passe de 1 à 0,4. Donc ça veut dire que le nectar du rhododendron va tuer les abeilles. Alors observez bien, si vous avez un rhododendron chez vous qui est en fleurs, observez bien si les abeilles vont dessus. Et les bourdons, les gros bourdons terrestres vont dessus également. Et si vous voyez une abeille, sans doute va-t-elle mourir. Et le bourdon terrestre, lui, il ne meurt pas. Donc on va y réfléchir tout à l'heure, on va raisonner un petit peu tout à l'heure sur la réponse à cette problématique. Pourquoi la présence de GTX dans le nectar peut paraître surprenante et pourquoi est-ce que le bourdon terrestre ne meurt pas et pourquoi est-ce que les abeilles meurent? Bon, parce que c'est toxique, évidemment. Quelle est maintenant la mortalité des bourdons terrestres ayant consommé de la nourriture contenant diverses toxines? Eh bien, si on regarde la mortalité en fonction de la substance qui a été donnée, par exemple le témoin qui est à 7,5%, à partir de ce témoin, on peut raisonner. La quinine qui a été donnée, eh bien, on passe à une mortalité de 8,94%. La caféine, 17%. La nicotine, 9%. La mygdaline, 18%. Et le GTX, 9,7%. Alors, essayons de comprendre ces résultats. Essayons de réfléchir. Un nectar toxique produit par le rhododendron. La production de nectar par les fleurs constitue un exemple d'interaction mutualiste. Le nectar procure aux animaux qui le consomment un apport nutritif conséquent, tandis que les animaux, en passant de fleur en fleur, assurent la pollinisation et donc la reproduction sexuée des plantes. Donc ça, nous le savons. Ainsi, par exemple, la production d'un nectar toxique pour les animaux au niveau des fleurs de ce rhododendron semble être paradoxale. Comment assurer la pollinisation si on repousse ou si on empoisonne les pollinisateurs? Donc, autrement dit, cette neurotoxine, elle va détruire les abeilles, mais elle ne détruit pas les gros bourdons. Donc là, on a déjà des éléments de réponse. La consommation de nectar entraîne la mort des abeilles. La probabilité de survie diminue au fil du temps, passant de 1 à 0,4 après 6 heures. Et ce n'est pas le cas pour le bourdon terrestre, puisque la consommation du nectar n'a pas d'impact sur le taux de survie après quelques heures. Les bourdons terrestres sont très sensibles à certaines toxines, comme la caféine,
où le taux de mortalité passe de 7,5%, que l'on a vu dans le témoin, à 17%. En revanche, on constate qu'ils sont relativement peu sensibles à d'autres toxines, dont la GTX. Nous pouvons donc conclure que le bourdon terrestre peut consommer le nectar du rhododendron contenant la GTX, donc la neurotoxine. Seul le bourdon terrestre, de par sa morphologie, est capable de permettre la pollinisation de la fleur de rhododendron. C'est intéressant, non? Et l'ensemble de ces éléments nous permettent de penser que la toxicité du nectar de la fleur de rhododendron a été sélectionnée au cours de l'évolution, car cela permet de filtrer les bons pollinisateurs. On a bien ici un exemple d'interaction mutualiste. La plante voit son taux de pollinisation augmenter et le bourdon terrestre dispose d'une nourriture dont il a quasiment l'exclusivité. Alors, nous allons voir un premier document dont l'objectif sera de présenter le rôle des tanins dans les interactions antagonistes. Donc là, nous changeons de molécule. Alors, nous avons dit que la matière organique peut entrer en interaction avec d'autres espèces, au profit ou au détriment de l'espèce, ou des espèces en jeu. Une plante vit auprès de congénères et d'individus d'autres espèces, que ce soit des plantes ou des animaux, des insectes, mammifères, etc. Les interactions multiples qui s'établissent peuvent être à bénéfice mutuel. On parle à ce moment-là de relations mutualistes. Ou non, à ce moment-là, on parle de relations antagonistes. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir un bénéfice ou pas de bénéfice, selon que les relations sont mutualistes ou antagonistes. Différents métabolites, donc des molécules qui font partie du métabolisme, donc différents métabolites produits à partir de molécules photosynthétiques, participent à cette interaction. Ou plutôt à ces interactions. Donc divers métabolites qui sont produits à partir de molécules photosynthétiques, donc de molécules qui proviennent de la photosynthèse. N'oublions pas que la photosynthèse produit la matière organique et que les molécules dont nous parlons et dont nous allons parler sont issues de la photosynthèse. Quelles molécules une plante produit-elle pour se protéger des prédateurs et comment attirer ou pour attirer les insectes pollinisateurs? Le problème se pose. Donc, quelles molécules une plante produit-elle pour se protéger des prédateurs? Pour attirer les insectes pollinisateurs également? Point d'interrogation. Voyons maintenant, après avoir vu le nectar toxique, la neurotoxine en fait présente chez les rhododendrons et qui était à bénéfice pour le gros bourdon, le bourdon terrestre, et pas bénéfique pour l'abeille puisqu'elle mourait en fait. Donc les tanins, nous allons voir que c'est un exemple d'interaction antagoniste entre plantes et phytophages. Phytophage, phyto, ça fait penser à feuilles, phage qui mangent les feuilles. Les phytophages, donc, sont des êtres vivants qui mangent les feuilles. Les plantes ne sont pas sans défense contre les phytophages. Qu'il s'agisse de champignons parasites, de vertébrés ou d'insectes herbivores. Elles fabriquent diverses molécules toxiques, dont les tanins. T-A-N-I-N-S. Ce sont des molécules organiques de type polyphénol, c'est-à-dire qu'il y a au moins 2 groupes phénol dans leur formule. Les tanins ont la particularité de provoquer la précipitation des protéines. Ainsi, ils rendent inopérantes les enzymes digestives des phytophages qui arrêtent donc de se nourrir de la plante. Donc sur certaines coupes attaquées par un champignon, vous pouvez voir que l'arbre a réagi en fabriquant des tanins qui permettent de limiter la progression des parasites. Donc vous allez voir, sur certaines coupes, il y a du bois sain qui est vivant, une barrière de tanins et du bois mort qui est envahi par un champignon parasite. Certains scientifiques, dont Huang et ses collaborateurs, ont mené en 2014 une étude
qui a permis de décrire les interactions parasites entre l'arbre à suif, SUIF, présent en Chine et au Japon, et les insectes phytophages qui s'en nourrissent. Ils se sont particulièrement intéressés à Bicacha colaris, un petit coléoptère qui se nourrit des feuilles de cet arbre et dont les larves se développent au niveau du système racinaire. Donc vous pouvez regarder sur internet à quoi ressemble ce coléoptère Bicacha colaris sur une feuille d'arbre à suif par exemple. Et donc on a pu mesurer la survie des larves au niveau des racines et on a pu suivre la concentration de tanins en même temps dans les racines de l'arbre à suif soumis à différentes actions de phytophages. Alors il y a les phytophages SC, SL, GL ou GH. M étant représenté sur mon schéma comme étant des lésions mécaniques et N des témoins. Donc on s'aperçoit que la survie des larves est importante globalement lorsque la teneur en tanins des racines est relativement faible. Globalement, c'est ce qu'on peut dire. On va rajouter d'autres choses après. Si on regarde le pourcentage de survie des larves ou des adultes de B. colaris en fonction de la concentration en tanins et dans les organes qu'ils consomment, c'est-à-dire racines ou feuilles, eh bien, on s'aperçoit que la survie des larves en fonction de la teneur des tanins des racines est variable, mais que globalement, moins il y a de tanins et plus la survie des larves au niveau des racines est importante. Bien qu'il y ait des paliers, des endroits où la survie des larves, pour certaines teneurs en tanins, la survie des larves est relativement importante. Notamment, si on se place dans le domaine de 0 à 10 microgrammes par gramme de racine, la survie est relativement importante. Ensuite, entre 10 et 20, il n'y a pratiquement pas de survie. Puis à 20, 25, on s'aperçoit que la survie est relativement importante. Puis ensuite, il n'y en a plus. Il n'y a plus de larves. Elles ont été tuées, détruites peut-être. Quant à la survie des adultes, eh bien, elle est d'autant plus importante que la teneur en tanins est faible. Bien que, comme précédemment, on s'aperçoit qu'entre 35 et 40 mg par gramme, on a des larves, des adultes qui réussissent à survivre. Alors on va essayer d'expliquer ça de manière un petit peu plus complète. Donc on avait dit que l'objectif dans ce premier document que nous avons étudié concernant les tanins était de présenter le rôle des tanins dans les interactions antagonistes. Eh bien, les expériences que nous avons montrées permettent de conclure sur le rôle des tanins comme moyen de défense contre les prédateurs. On constate, par exemple, qu'une attaque au niveau des feuilles entraîne une réponse, c'est-à-dire la production de tanins, au niveau des racines, et que l'intensité de cette production dépend du type de phytophage. On peut ainsi percevoir que les interactions antagonistes entre plantes et prédateurs peuvent être très complexes. La production de tanins par la plante diminue les chances de survie du phytophage, que ce soit au stade larvaire ou au stade adulte. Voyons maintenant un deuxième document. Deuxième document, c'est celui des anthocyanes, qui sont un exemple d'interaction mutualiste entre plantes et pollinisateurs. Les anthocyanes, tout comme les tanins, appartiennent à la famille des flavonoïdes. Elles résultent de transformations complexes à partir du glucose, reposant sur des enzymes spécifiques. Ce sont des pigments qui peuvent être bleus, rouges ou pourpres, présents dans beaucoup de fleurs et de fruits également, mais aussi parfois dans les feuilles et les racines. Elles prennent différentes couleurs en fonction de leur formule, mais aussi de paramètres comme par exemple le pH. Donc vous pouvez vous amuser à regarder la formule générale des anthocyanes, et selon la nature des radicaux, on distingue 6 types de pigments de couleurs différentes. Alors, les radicaux grand R peuvent être des hydroxyles, c'est-à-dire OH, ou des méthoxyles, c'est-à-dire OCH3. R3 est en général un sucre, le glucose par exemple. Donc un troisième radical que vous allez voir sur la formule générale des anthocyanes. Donc si vous regardez certains fruits, eh bien vous voyez que certains fruits et certaines fleurs sont riches en anthocyanes,
Par exemple, les fraises qui sont très rouges, les mûres qui sont très noires, ou d'autres fruits qui sont très violets, ou etc., ou des coquelicots qui sont très rouges, etc., etc. Alors, des chercheurs ont étudié les interactions mutualistes entre plantes et insectes pollinisateurs, et des observations et mesures ont été menées sur 2 variétés de pétunias. On a la variété WP117 qui possède un allèle responsable d'une faible production d'anthocyanes. Alors les pétunias, les fleurs de pétunias sont pratiquement blanches, même s'il y a un petit peu de violet, mais globalement c'est blanc. Et une autre variété plutôt, c'est WP119 qui possède un allèle responsable d'une production importante d'anthocyanes, où là on voit très bien que la fleur est relativement violette, que le pétunia est très violet. Alors, vous pouvez vous amuser à faire une activité pratique pour localiser les anthocyanes à l'échelle moléculaire. Vous prélevez des fragments de pièces florales, de feuilles ou de racines qui sont riches en anthocyanes et vous les montez entre lame et lamelle sans eau et vous observez au microscope pour rechercher les zones pigmentées. Alors on a mesuré le volume, des scientifiques ont mesuré le volume de nectar présent dans une fleur en microlitres, donc sur les variétés WP117 et WP119. Et on s'aperçoit que ce volume de nectar présent dans une fleur est relativement important, puisque par exemple pour WP117 on a 4,5 microlitres de nectar à peu près, et pour WP119 on a 3,5 microlitres. Donc là on a 2 cas où il y a quand même pas mal de nectar dans une fleur. Et si on regarde le nombre de visites d'hyménoptères par la fleur, par exemple les abeilles domestiques ou sauvages sont des hyménoptères. Donc si on regarde le nombre de visites d'hyménoptères par fleur et par heure, eh bien on s'aperçoit qu'il n'y a pas de visite de WP117 qui est une fleur blanche, donc il n'a pas d'anthocyanes. Et par contre, la visite de WP119 est relativement importante, puisque le nombre de visites, par exemple par fleur et par heure, est de 2 à 2,5 à peu près, alors que pour WP117, la fleur blanche, il n'y en a pas. Il n'y a pas de visite. Alors, au niveau de la fleur, si vous regardez un petit peu plus où se trouve ce nectar, eh bien, vous pouvez voir des gouttelettes de nectar. C'est un jus sucré qui est produit par la fleur dont se nourrissent les insectes. Alors, essayons de préciser un petit peu plus ce document. Donc, ce document numéro 2, que nous allons appeler numéro 2, même si le rhododendron, on va dire que c'était le numéro 1. Après, les tanins, c'était le numéro 2. Et là, on va dire que c'est le numéro 3. Bon. Pas numéro 2, numéro 3. Donc l'objectif de ce document était de présenter le rôle des anthocyanes dans les interactions mutualistes. Ces anthocyanes sont fabriqués à partir des produits de la photosynthèse via l'intervention de différentes enzymes. Des résultats expérimentaux mettent en évidence le rôle des anthocyanes dans les interactions mutualistes. Pour certains insectes pollinisateurs, la quantité d'anthocyanes présente dans les pétales de la fleur est un facteur déterminant de leur visite et plus encore que la présence de nectar. Alors, qu'est-ce que l'on peut tirer de ces résultats? C'est que, premièrement, l'étude menée sur les interactions entre l'arbre à suif et les insectes phytophages permet de faire plusieurs constats. D'abord, on peut noter que lorsque les prédateurs mangent les feuilles, les racines produisent généralement plus de tanins. Donc c'était le document numéro 2. Lors de la prédation par l'adulte Bicacea colaris, les racines produisent peu de tanins et on observe une survie des larves qui est relativement importante. Ensuite, le pourcentage de survie des larves et des adultes diminue
quand la quantité de tanin ingéré augmente dans les racines consommées. Nous pouvons donc conclure que l'arbre produit des tanins suite à une attaque par un prédateur et que ces tanins sont toxiques pour les prédateurs qui les consomment. La production de tanins est donc un moyen de défense contre les phytophages. Ensuite, dans le troisième document que nous venons de voir concernant les pétunias, eh bien, la variété de pétunia produisant moins d'anthocyanes, c'est-à-dire que lorsque la fleur est presque blanche en fait, donc va être visitée beaucoup moins fréquemment par des insectes pollinisateurs, donc ici les abeilles, des hyménoptères en fait, donc va être visitée moins fréquemment qu'une variété produisant une grande quantité d'anthocyanes. C'est ce qui donne la couleur à certains fruits en fait. On constate que la quantité de nectar est sensiblement la même chez les deux variétés. C'est la variété la moins visitée, et donc celle qui contient le moins d'anthocyanes qui produit un peu plus de nectar. Donc ils ne sont pas attirés par l'odeur, en fait, ils sont attirés par la couleur. On peut donc conclure que la présence d'anthocyanes au niveau des pétales de fleurs participe à l'attraction en fait des pollinisateurs. On a ici l'exemple d'une interaction mutualiste, c'est-à-dire que les pollinisateurs permettent d'assurer la production sexuée de la plante, tandis que la plante est une source de nourriture, le nectar en fait, pour les pollinisateurs. On sait que certains fruits sont également colorés en rouge, en violet également, par exemple, indiquant la présence d'anthocyanes. Bon, il y a d'autres couleurs également. Ils permettent d'attirer les animaux qui en consomment le fruit, et ce qui va permettre d'assurer la dissémination des graines, entre autres. Alors, je voudrais vous parler d'un autre thème qui est important, c'est les pigments des plantes. Donc, ce serait un document numéro 4, avec pour problématique celle de montrer qu'il existe chez les plantes des pigments qui participent à différentes fonctions. Donc, les pigments des plantes, différentes fonctions, c'est ce que nous allons essayer de montrer. Nous allons essayer d'expliquer les rôles des différents pigments chez la plante. L'argumentation va s'articuler autour de deux parties. D'abord, les pigments chlorophylliens, qui permettent la production de matière organique, et ensuite les anthocyanes, qui interviennent au niveau de la reproduction. Les pigments sont des molécules organiques qui sont capables d'absorber préférentiellement certaines radiations lumineuses. La problématique générale de ce sujet concerne donc le rapport des plantes avec la lumière. La lumière a un rôle dans la production de matière organique par photosynthèse. Elle a également un rôle au niveau de la communication avec d'autres espèces. Au cours de l'évolution, les relations étroites avec certains animaux permettent la rencontre des gamètes et la dissémination des graines. Donc, alors je répète, au cours de l'évolution, des relations étroites avec certains animaux permettant la rencontre des gamètes et la dissémination des graines ont été sélectionnées pour les plantes vivant fixées. Le sujet s'intéresse, notre problématique en fait, donc à la fonction des pigments dans la production de matière organique ainsi que dans la reproduction sexuée. Alors, donc nous allons voir premièrement la production de matière organique, donc relative à la photosynthèse, et deuxièmement les pigments en relation avec la reproduction. D'abord, commençons par, premièrement, la production de matière organique, avec, premier point, au niveau des parties aériennes, c'est-à-dire principalement les feuilles, différents pigments sont présents. Ce sont les chlorophylles A et B, les xanthophiles et le carotène. On parle de pigments chlorophylliens. Deuxième point, dans les feuilles, les pigments se trouvent dans les cellules des parenchymes au sein des chloroplastes. Troisièmement, ils absorbent des longueurs d'onde correspondant au rouge et au bleu. Ils sont donc responsables de la couleur verte des parties chlorophylliennes.
Les pigments chlorophylliens sont indispensables au déroulement de la photosynthèse. Ils permettent de convertir l'énergie lumineuse en énergie chimique, indispensable à la réduction du dioxyde de carbone en matière organique. Donc voilà pour la production de matière organique globalement. Et deuxièmement, les pigments et la reproduction. Premier point, les anthocyanes sont des pigments qui peuvent prendre différentes couleurs, du bleu au rouge, en passant par le violet. Deuxième point, ils sont présents au niveau des fleurs et des fruits. Troisième point, les anthocyanes ont un rôle dans la mise en place des interactions mutualistes, c'est-à-dire, premièrement, qu'ils sont responsables de l'attraction des pollinisateurs, et deuxièmement, ils sont responsables de l'attraction des frugivores qui disséminent les graines. Par exemple, on constate que les fauvettes à tête noire consomment davantage de fruits riches en anthocyanes. Cela permet donc une meilleure dissémination des graines contenues dans ces fruits. Donc, nous pouvons conclure de la façon suivante. Les couleurs des plantes sont liées à deux grandes fonctions. Tout d'abord, la couleur verte des parties aériennes comme les feuilles est due à la présence de pigments chlorophylliens qui captent l'énergie lumineuse nécessaire à la réduction du dioxyde de carbone en matière organique. Les couleurs rouges, bleues ou violettes des fleurs et des fruits sont dues à la présence d'anthocyanes. Ces couleurs attirent les pollinisateurs qui permettent la rencontre des gamètes et ou des animaux frugivores qui disséminent les graines. On parle d'interaction mutualiste. Pour ce faire, il faut d'abord que l'on vous ajoute comme membre dans les réglages maison de l'app maison. C'est mon téléphone qui parle tout seul. Bon, alors, donc on va conclure, on a bien répondu à la problématique. Là, on parlait de matière organique et d'interaction avec d'autres espèces. On se posait comme problématique quelle molécule une plante produit-elle pour se protéger des prédateurs et la plante produit quelle molécule également pour attirer les insectes pollinisateurs. Donc on a parlé des tanins, on a parlé des anthocyanes, on a parlé d'un nectar toxique, une neurotoxine chez les rhododendrons, et on a parlé également de pigments des plantes qui avaient un rôle soit dans la production de matière organique, soit dans la reproduction, pigments qui avaient un rôle dans la reproduction. Donc voilà, je pense que le cours est terminé. Merci.